Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. On se retrouve pour le fait du jour qui fait énormément parler. C'est cette affaire qui avait fasciné, comme les faits divers très marquants, une partie de la France, à savoir la disparition une nuit en décembre 2020 de Delphine Jubilard. Bonjour Sébastien Devaux. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes journaliste au Nouveau Détective et vous êtes un des journalistes qui connaît le mieux cette affaire. Vous en connaissez les coins, les recoins, les rebondissements, les retournements. Et ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est que la compagne hypothétique ou actuelle, en tout cas de Cédric Jubilard, après l'avoir régulièrement vu en prison, est sortie et a parlé aux journalistes en disant en réalité, il commence à me faire des confidences un peu glaciales au point de peut-être vraiment créer un rebondissement dans l'affaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans ce dossier vertigineux les dernières heures pour qu'on comprenne bien? Alors effectivement, c'était il y a quelques semaines, une femme qu'on va appeler Justine, qui était à l'époque la compagne de Cédric Jubilard, qui faisait des parloirs en fait avec lui, nous a rapporté une scène absolument surréaliste dans laquelle il explique comment il a tué Delphine Jubilard. Donc il s'agit d'un parloir entre cette compagne et Cédric Jubilard. Et moi, quand Justine m'en parle, elle me dit clairement « j'ai été étranglé par des mains qui ont tué ». C'est-à-dire que Cédric Jubilard va reproduire la scène qui se serait passée à Cagnac-les-Mines avec Delphine Jubilard dans ces fameuses nuits de décembre. C'est ça qui est absolument glaçant quand on lit et quand on vous entend. C'est-à-dire que déjà leur relation, c'est-à-dire qu'elle aurait d'abord contacté Cédric Jubilard après la disparition de Delphine, cette fameuse Justine, en disant voilà, si vous avez besoin d'aide, peut-être que je peux aider à garder les enfants, ce genre de choses. Et donc la relation, pour qu'on comprenne et qu'on avance progressivement, a muté au fur et à mesure. Ils ont échangé sur les réseaux sociaux en vision jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse. C'est exactement ça. C'est-à-dire, au départ, on est dans une situation où Delphine a disparu et elle veut se rendre utile. Elle veut aider Cédric Jubilard. Elle le contacte sur Messenger pour lui dire, écoute Cédric, moi je peux t'aider à chercher Delphine. Et ils sont restés des nuits entières à discuter et ils ont noué un rapport au fil du temps de plus en plus profond, de plus en plus intime. Mais ils ne se verront pas à Cagnac-les-Mines. Ils se verront uniquement en prison. Au niveau des parloirs. Et c'est quelqu'un, je pense, qui était profondément amoureux de Cédric Jubilard, qui était capable de faire des parloirs et faire 140 kilomètres pour aller voir ce monsieur, pour lui donner de l'argent, pour payer sa console de jeu, pour payer ses cigarettes. C'était vraiment quelqu'un qui était très amoureux de ce monsieur, sincèrement et profondément. Et sur cette relation, en effet, ce qu'elle explique, c'est que progressivement, enfin déjà dans ce que vous dites, à aucun moment elle va changer de comportement quand elle verra les différentes informations qui sortiront sur Cédric Jubilard, la suspicion qui se porte définitivement sur lui. Elle n'aura pas de mouvement de recul par rapport à lui. Effectivement, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'étonner. C'est-à-dire que pendant cette période, elle va le croire, elle va être très amoureuse et elle va être sur cette ligne pensant que Cédric Jubilard est totalement innocent. Mais je pense que c'est cette scène en fait où elle se fait étrangler par alors allons-y. En effet, ce qu'elle raconte et ce qui est glaçant, que vous avez commencé à décrire, Sébastien Devaux, je rappelle que vous êtes un des meilleurs experts de cette affaire, vous êtes journaliste au Nouveau Détective, c'est que elle raconte toute une simulation et à plusieurs reprises. Et c'est ce qu'elle raconte, qu'il a commencé à lui raconter, et plus qu'à lui raconter, à mimer, en la prenant comme modèle, en réalité, comme mannequin, la façon dont il aurait assassiné sa propre femme. Et en lui expliquant aussi le contexte, mais d'abord sur comment il aurait tué, c'est-à-dire en l'étranglant avec une clé de bras. Donc il se retrouve à la femme qui est en train de l'aimer, à se glisser derrière et à mimer ça, c'est cela ? Exactement, et il va très loin dans le détail, puisque à un moment donné, Justine va lui dire, mais comment ça, elle n'a pas crié ? Et il va lui dire, mais non, regarde, si je fais ça, bah tu peux pas crier. Et effectivement, Justine dira, oui, en effet, elle ne pouvait pas crier. C'est-à-dire, il va extrêmement loin dans le descriptif de la scène
potentiel des faits. Parce qu'on n'est pas obligé de le croire, Cédric Jubilard, attention. Non, c'est important que vous rappeliez ces faits parce que c'était pas la première fois qu'il se laisse aller à quelques confidences ou à quelques confessions. Il y avait eu le coup des voisins de cellule, notamment on se souvient de la manière dont il aurait tué, pas tué. Mais c'est aussi ça qui est intéressant sur le parcours et sur ce que vous racontez. Il y a la tragique nuit de la mort, mais il y a aussi l'aspect plus glaçant qui ressemble totalement à de la préméditation, en tout cas la façon que Justine a de raconter les faits, la compagne pendant qu'il était en prison de Cédric Jubilard, c'est-à-dire qu'il a attendu un certain soir, il a attendu qu'elle soit tranquille avec leur fils. C'est-à-dire qu'il avait pensé de façon très minutieuse à la façon dont il a assassiné sa femme. On est loin du féminicide. Il aurait même repéré les lieux. Il aurait même repéré les lieux, puisque en fait, ce qu'explique Justine, c'est que 1 mois en fait avant le déroulé des faits, il avait noté, il avait trouvé cette espèce d'exploitation agricole dans laquelle il pourrait éventuellement enterrer le corps de Delphine Jubilard. Mais malgré tout, ce qui est intéressant à dire sur Cédric Jubilard, c'est que il donne des indications, mais il donne pas toutes les indications. C'est-à-dire qu'il dira d'ailleurs, c'est mon jardin secret. L'endroit où j'ai enterré Delphine, c'est mon jardin secret. Et il donne en fait comme des petits cailloux. Par exemple, il dit avoir roulé sans phare jusqu'à un fameux stop, puis ensuite avoir roulé 15 à 20 minutes dans la nuit noire, et ensuite avoir repéré cet endroit en hauteur et avoir laissé le corps de Delphine. Mais vous voyez, il donne des indications, mais il ne livre pas tout. Oui, et sur l'aspect de la préméditation, un autre détail glaçant, toujours selon les dires de Justine, qui apporte un nouvel éclairage, en tout cas à tout ce qu'on savait à l'instant sur cette enquête, avant qu'on aille sur les potentielles issues juridiques, il raconte quand même avoir creusé le trou avant. C'est-à-dire d'aller sur les lieux du crime et d'avoir préparé ce qui servira de tombe clandestine à sa femme. Bien sûr, il raconte en fait avoir tout préparé, avoir préparé aussi la nuit, pensant que ça allait être bientôt le déconfinement, donc c'était le moment ou jamais. Il dit avoir pensé à son alibi, il dit avoir creusé. Effectivement, ça marque une préméditation totale. Donc effectivement, je ne vois pas comment on pourra faire l'économie d'interroger Justine, parce que ce qu'elle dit, malgré tout, en fait, est extrêmement important. Et deux questions encore. D'abord, vous qui êtes un habitué de ces affaires, Sébastien Deveau, comment vous analysez le profil et les différentes réactions qu'on observe depuis plusieurs années de la part de Cédric Jubilard? Alors je pense, pour parler très clairement, évidemment ça n'engage que moi, mais je pense que Cédric Jubilard se moque du monde. Je pense que Cédric Jubilard jubile, pour sans faire de mauvais jeu de mots. Je pense qu'il est ravi en fait de cette situation. Enfin, à un moment donné, il y a quelque chose qui est complètement incohérent. Comment est-ce qu'on peut dire « je suis innocent » de ce dont on m'accuse et ensuite rapporter non pas une scène, mais plusieurs scènes par plusieurs personnes différentes, plusieurs endroits dans lesquels il serait potentiellement impliqué. À un moment donné, tout cela est complètement incohérent. Je pense qu'il se moque de nous. Et il s'est moqué des enquêteurs, il s'est moqué du personnel pénitentiaire, il se moque aussi de ces pauvres femmes, à mon avis, qui sont éperdument amoureuses de lui. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Sébastien Deveau, je rappelle qu'en septembre, Cédric Jubilard paraîtra devant la cour d'assises du Tarn, justement pour cette affaire. En quoi les nouvelles déclarations et ce qu'on a appris ces dernières heures peut faire basculer ou non cette affaire, le procès? Bon, en l'état, donc effectivement, vous l'avez rappelé, le procès doit s'ouvrir le 22 septembre prochain. Mais comme je vous le disais, on pourra difficilement faire l'économie de la nouvelle audition, d'une audition en tout cas de Justine. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dorénavant, la balle est totalement dans le camp du président de la cour d'assises qui, une fois qu'il sera saisi, pourra demander un complément d'information. Mais à mon avis, il y aura de nombreuses parties qui vont faire pression afin que cette audition puisse se faire et se faire le plus rapidement possible. Merci beaucoup Sébastien Deveau, journaliste au Nouveau Détective, et je rappelle que vous êtes en effet un des meilleurs journalistes sur le sujet. Merci d'avoir été avec nous pour essayer de comprendre ce dossier qui fascine et qui prend qui garde la France en apnée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, un sujet beaucoup plus léger, beaucoup plus souriant si vous êtes en vacances ou même sur la route des vacances. Est-ce que vous avez déjà pensé à des rois impulsifs, peut-être à des politiciens totalement idiots, certains violents, d'autres brutaux, d'autres
totalement inconscient. Mais figurez-vous que quelqu'un a eu la formidable idée de rassembler ça dans un petit livre fantastique qui s'appelle Les politiciens les plus cons de l'histoire. Il s'appelle Bruno Fuligini. Et vous allez voir qu'on va se marrer parce qu'on ne manque pas de pépites durant les derniers siècles. L'arène politique est décidément surprenante. Vous êtes bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.